On en vient à la DLH 151 concernant la modification du montant de la participation de la ville à la RATP concernant le programme de 34 de la rue Championnet. Et la parole est à Éric Ehlers. Oui, merci Monsieur le maire. En fait, j'interviendrai conjointement sur les DLH 151, 155, 166, 179 et 277, ce qui, je l'espère, accélérera le cours de nos débats. Très brièvement, en fait, hein, c'est pas très nouveau, mon intervention s'inscrit dans la pleine ligne de celle que nous avons eue déjà, puisque ce sont pour la plupart des projets qui ont déjà été évoqués. Le premier, en effet, celui de la RATP. Nous avons déjà dénoncé un projet déséquilibré, nous le regrettons fortement. Donner une note positive, c'est vrai que dans tous ces projets, il y a beaucoup de constructions nouvelles, donc ça c'est bien, parce que en effet la crise du logement est une réalité, et c'est surtout en construisant qu'on le pourra, mais pas en construisant n'importe comment, et pas en créant de futurs quartiers à problème. D'autant plus que, oui, mais je sais de quoi je parle aussi, d'autant plus que c'est dans des quartiers où il y a déjà beaucoup de logements sociaux que ces programmes sont prévus. On voit par exemple des équilibres, 60% dans les programmes neufs, 60% de logements sociaux, 10% d'intermédiaires et 30% de libres. Donc là, on retrouve notre pari des plus aisés et des plus aidés, 10% pour l'intermédiaire, alors que c'est la classe moyenne qui a le plus souffert à Paris, qui continue à souffrir. Pour connaître des ménages de classe moyenne, voilà, qui, au prix de sacrifices financiers énormes, essaient encore habiter à Paris. J'en connais encore qui partent. Voilà, des couples avec enfants, notamment. Et ça, malheureusement, ce dispositif que vous nous proposez ne va pas contribuer à l'aider. Nous avons également, j'aurais une question sur la baisse pour la DLH 277. On voit que la participation de l'ANRU a été amputée des 3/4, et plus que 25% de ce qu'elle devait être. Donc peut-être vous pourrez nous répondre sur les raisons pour lesquelles il y a cette baisse de participation de l'ANRU. Voilà. Et concernant les opérations de conventionnement, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ça coûte cher et ça ne crée pas de logements nouveaux. Donc ce n'est pas de nature à résoudre la crise, ni à améliorer la mixité sociale, puisque c'est fait encore dans des quartiers, là je crois que c'est rue Championnet, qui est à immédiate proximité du quartier politique de la ville du 18e. Donc pour toutes ces raisons, sur ces 5 délibérations, nous voterons contre et nous sommes en attente de vos précisions. Je vous remercie. Merci beaucoup, et puis merci d'avoir rassemblé vos interventions sur ces délibérations. Je ne propose pas qu'on ait à nouveau un débat sur le logement en général, même si peut-être Yann Brossa voudra dire un mot. Je voudrais, sans rentrer dans le détail, juste rappeler que la classe moyenne parisienne, pour rester à Paris, elle a besoin d'abord du logement social. Et qu'en réalité, la classe moyenne parisienne, le logement intermédiaire, c'est déjà trop cher pour une bonne partie d'entre eux. Et donc si on veut faire en sorte, pour reprendre l'exemple qui aujourd'hui est devenu banal, qu'un instituteur et qu'une policière en couple puissent rester à Paris, en réalité, ce n'est pas l'intermédiaire qu'il leur faut. C'est du social. Et donc nous revendiquons le fait que pour maintenir l'équilibre du 18e, nous ayons besoin du logement social qui, je le répète, n'est pas un logement pour pauvres, qui est encore moins un logement pour personnes à problème, mais qui est un logement pour les classes populaires, bien sûr, et on revendique le fait qu'une grande capitale mondiale comme Paris puisse maintenir en son sein ses classes les plus populaires, mais qui est aussi un logement pour la classe moyenne, si on considère que les revenus de jeunes fonctionnaires sont des revenus de classe moyenne. Yann Brossa, et puis ensuite il y aura Christian, alors peut-être Christian, et puis en plus on passe au vote, parce qu'il y a Christian Honoré qui est inscrit sur la DLH 155 et 166, alors peut-être Christian Honoré sur ces deux délibérations. 151 je n'étais pas. Alors, on reprend dans l'ordre, parce que sinon on ne va pas y arriver. DLH 151, donc Émile Meunier. Vas-y. Merci, monsieur le maire. Nous allons voter cette délibération, qui est une délibération un peu technique en faveur du logement social, et le groupe écologiste est
très largement en faveur du logement social, mais je voulais revenir en quelques mots sur ce projet RATP Béliard, parce que je dois vous dire que nous n'en sommes pas complètement satisfaits. Ce projet, c'est le fait sur un entrepôt de bus, de construire une dalle et un projet immobilier, donc avec des immeubles de bureaux, du logement, une part de logement social et c'est bien, un hôtel, etc. Il faut savoir qu'au Conseil de Paris, l'ensemble des groupes a dénoncé non pas le projet dans son intégralité, mais la densité trop importante du projet, le manque d'espaces verts du projet, le fait qu'il n'était pas du tout assuré que ces espaces verts soient ouverts au public, et enfin le fait qu'il y avait une trop petite part de surface de plancher réservée à ce qui nous tient à cœur ici dans le 18e, c'est-à-dire les associations et les structures de l'ESS. Moi-même, j'ai rédigé des amendements qui ont été adoptés donc à l'unanimité, exécutif compris, c'est-à-dire M. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à l'urbanisme. La RATP, sur la base de ces amendements, a remouliné un projet, est revenu vers nous 6 mois plus tard, avec quoi? 0 dédensification, pas 1 mètre de surface de plancher en moins, une pauvre petite bande maraîchère de 300 mètres carrés sur le côté pour dire qu'on avait augmenté les espaces verts. L'ouverture au public est toujours pas assurée à notre sens, même si je crois qu'on va y arriver. Et enfin, on avait dit qu'on voulait 10% de surface de plancher réservée aux associations et à l'ESS. Ils nous en ont fait 5%, mais comme ils vont ouvrir peut-être la nuit, on appelle ça du chrono-urbanisme. 5% le jour, 5% de nuit, ça fait 10%. Emballer, c'est peser. Et je dois dire que, selon nous, les écologistes, la RATP n'a pas respecté la demande du Conseil de Paris. Et ça pose un double problème. Le premier, le projet n'est pas satisfaisant, puisqu'il n'a pas été densifié et les espaces verts n'ont pas été augmentés. Et deuxièmement, ça pose quand même la question de la crédibilité et de l'autorité de la parole publique. Je pense que c'est important dans ces périodes pas faciles où on va devoir faire des transformations majeures, notamment à cause des inégalités sociales, à cause du risque climatique, on a besoin de réaffirmer la force de la puissance publique. Et si demain, n'importe quel opérateur peut se permettre, alors que le Conseil à l'unanimité a pris une décision, de passer outre, sans conséquence, eh bien, ça pose un problème démocratique. Et on parlait tout à l'heure de démocratie participative. Je crois, c'est ma thèse, que si une partie des citoyens se désintéressent de la politique, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont compris qu'on n'exerçait pas pleinement nos responsabilités quand ils nous les avaient confiées. Voilà, c'était des éléments que je voulais porter à votre connaissance. Un dernier point pour dire que ça n'est qu'une petite partie de l'aménagement, il y aura une phase 2. La RATP m'a promis, yeux dans les yeux, elle a fait aussi, je crois, avec Mario Gonzalez et Emmanuel Grégoire, que sur cette phase 2, on serait vraiment impliqué, qu'on repartirait à zéro, qu'on ferait les études ensemble, qu'on réfléchirait ensemble sur le projet, dont acte, j'attends de voir si c'est le cas, et j'espère qu'on sera en mesure de faire respecter cette promesse. Je vous remercie. Je crois que ce qui fait le plus de mal à la démocratie, c'est quand on fait semblant devant les habitants d'avoir des pouvoirs qu'on n'a pas. Et quand on prend des engagements sur des sujets sur lesquels on sait qu'on ne peut pas les tenir. Et moi, comme mon équipe a toujours été très claire sur ce qu'on a dit sur l'ensemble de ces projets, sur ce qu'il était possible d'obtenir et sur ce que certains ont voulu faire croire qu'il était possible d'obtenir, ce qui n'était pas vrai. Et donc je pense que si on veut faire des leçons de démocratie aux uns ou aux autres, on commence par acter ce qui relève de nos compétences et de notre droit et ce qui n'est pas. Sinon, c'est du vent, et c'est ce vent-là qui fait du mal à la démocratie. En attendant, je vais mettre au voie la DLH 151. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Alors, Éric Heller s'est intervenu sur la DLH 155 et la DLH 166, mais Christian Honoré s'était inscrit, et donc je lui laisse la parole. Oui, monsieur le maire. J'en profite pour dire toutefois qu'avec Pierre Bournazel, nous partageons ce qui a été dit par notre collègue Meunier. J'en arrive à la DLH 155 et qui concerne le secteur Hébert. On ne peut pas dire que l'on est contre la densification et voter les constructions d'immeubles. Il y a une contradiction. Donc je vous signale tout de suite que nous allons voter aujourd'hui contre cette délibération 155 et 166. Reste à savoir ce qui sera
dit lorsque vous aurez un débat au Conseil de Paris. Je vous rappelle que sur Hébert, il va y avoir 750 logements. Là, nous sommes dans les premières phases. Que déjà, il y a eu une construction, une délibération pour l'aménagement de la porte de la Chapelle et que vous nous avez contraints à voter cette délibération parce que vous avez mêlé dans le mandat précédent la construction d'Arena 2 et les constructions d'immeubles, parce que sinon, comme l'avait dit un membre de votre majorité, s'il y avait eu 2 délibérations, nous aurions voté contre la densification. J'en profite pour vous dire qu'avec Pierre Bournazel, nous avons toujours dit que nous voulons plus d'espaces verts, de lieux de respiration, de lieux de vie, que vous nous aviez dit, et nous avons voté une délibération disant qu'il y aurait, porte de la Chapelle, un parc de 6,5 hectares. Je comptais poser une question officielle au prochain conseil d'arrondissement. Je vais la poser immédiatement. Où en est l'aménagement de ces 6,5 hectares porte de la Chapelle, puisque je vous rappelle qu'il y a 3 phases. Une phase de 3 hectares qui ont été faites, qui était prévue fin 2020, et ça a été fait. Il y a 1,5 hectare qui doit être faite lorsque on aura réglé le problème de Charles de Gaulle Express, et que les 2 hectares suivantes seront aménagés, mis à la disposition des habitants après 2025, lorsque l'on aura résolu le problème du déplacement de Cap 28, qui est quand même un ensemble d'entreprises qui emploient 1500 salariés. Pour que l'on puisse, donc pour ceux qui sont nouvelles élus, donc il y a un emplacement qui est Cap 18, pardon, pas Cap 28, Cap 18, qui est un ensemble d'entreprises qui emploient 1500 salariés. Il faut déplacer cet ensemble pour construire et créer les 2 hectares d'espace vert. Alors, monsieur le maire, je pense que vous allez nous donner une réponse là-dessus. Donc nous sommes cohérents, nous sommes contre la densification, surtout dans ce quartier populaire où il y a beaucoup de problèmes. Donc nous pensons, et nous sommes cohérents parce que nous disons qu'il faut des espaces verts, sans doute des logements, certes, puisqu'il faut les jouer les Parisiens, certainement, mais pas 750 logements qui viennent s'ajouter aux centaines de logements porte de la Chapelle sur les 2 rives de la rue de la Chapelle. Voilà, monsieur le maire, ce que nous voulions vous dire. Je crains qu'il y ait une petite confusion. Pour essayer d'être bien clair, on parle bien du secteur Hébert, qui n'a donc rien à voir avec l'Arena, rien à voir avec la gare des Mines. Non mais parce que vous parlez de l'Arena, donc oui, ça n'a rien à voir. Bien sûr, monsieur le maire, pardonnez-moi. Excusez-moi, pardonnez-moi. Allez-y, parce que votre intervention était relativement peu claire sur la localisation du projet. Ah non. Je dis que nous votions contre. Pour l'instant, on verra ce qui va se passer au Conseil de Paris sur les délibérations 155 et 166 qui portent sur Hébert. Mais je connais comme vous et comme tout le monde le 18e arrondissement. Je sais qu'il suffit de traverser la rue Pajol et il y a donc l'emplacement pour le parc, plus les immeubles qui ont été construits. Je ne suis pas... Je suis bien conscient de ce que je dis. Il y a la délibération qui porte sur Hébert. Donc, je vous dis, nous allons voter en l'état actuel des choses aujourd'hui contre ces 2 délibérations. Et je vous posais la question, puisque à 100 mètres près, il y a des aménagements, n'est-ce pas, il y a des immeubles qui sont construits ou à construire. Il y a le parc de 6,5 hectares que nous avons voté, mais nous parlons bien d'espace vert. Donc la question que je vous posais, monsieur le maire, c'était de savoir, quid des 2 hectares du parc qui doivent être construits lorsque Cap 18 sera déménagé, lorsque le Cap 18 il partira et qu'on détruira les bâtiments des entreprises pour construire le parc. Voilà.
D'accord. Je vais répondre à tout ça. Émile Meunier. Merci, monsieur le maire. Donc nous voterons évidemment pour la délibération DLH 155, puisqu'elle concerne un lot sur celui-ci, de logements sociaux avec du PLAI, du PLUS. Et donc c'est très important qu'on puisse garder effectivement cette mixité sociale, et ça passe, on le sait, on ne le redira jamais assez, par le logement social. Néanmoins, ce projet Hébert, il faut se rappeler, pour ceux qui situent, c'est rue de l'Évangile, qui longe Cap 18 entre la voie ferrée et très proche de Porte d'Aubervilliers du 19e. C'est 5 hectares. Sur ces 5 hectares, il est prévu donc des logements sociaux, c'est très bien, il est prévu quelques commerces, c'est très bien. Ce qui est moins bien en revanche, c'est qu'il est prévu 39 000 mètres carrés d'immeubles de bureaux tertiaires. Quand on connaît aujourd'hui la crise du bureau, qui en fait ne date pas de maintenant, ça commençait déjà par la transformation des modes de travail, et le Covid l'a accéléré. À la Défense, Total a revendu ses 2 tours, il n'y a pas un acheteur. Dans toute l'Île-de-France, il y a des bureaux vides qui se multiplient, au point où le préfet de région a dit maintenant je vais faire attention avant de délivrer des autorisations pour faire du bureau. Et nous nous apprêtons à fabriquer 39 000 mètres carrés de bureaux dans un quartier où il y a déjà énormément de bureaux. En face, dans le 19e, on en a construit énormément récemment. On va en construire à Ordener-Poissonnier, on va en construire à Gare des Mines. En réalité, on en a construit au boulevard McDonald dans le 19e. En réalité, on a fait beaucoup trop de bureaux. Et il faut savoir que le bureau qu'on fait ici, c'est de l'emploi qu'on prend aux autres territoires de la métropole, pour ne pas dire la banlieue, les banlieues plus pauvres que nous. C'est ça la vérité, c'est que quand on construit du bureau à Paris, on draine la richesse à Paris. Et le taux d'emploi à Paris, vous savez, c'est 3 emplois pour un actif. Dans certains arrondissements, c'est 8 emplois pour un actif. Alors qu'on traverse le périph', c'est l'inverse. Vous voyez ? Et donc en réalité, une vraie politique de répartition de la richesse territoriale devrait être de faire beaucoup moins de bureaux à Paris. Ça, c'est le premier point, et c'est pour ça que nous allons déposer un vœu au Conseil de Paris pour remettre en cause la programmation de bureaux sur Hébert. Le deuxième point, c'est la place des espaces verts. Et là, nous avons un jardin de 4000 mètres carrés prévu, jardin ouvert au public, sur 5,2 hectares. J'ai fait le calcul, c'est 8%. Il faut savoir qu'à Ordener-Poissonnier, dont nous nous félicitons tous, grâce au travail que nous avons mené dans cette majorité, nous avons atteint 50% d'espaces verts, et tout le monde a dit que c'était un standard minimum d'urbanisme de demain pour le PLU bioclimatique, etc. Et je pense qu'il est encore temps, tant que les choses ne sont pas sorties de terre, vu l'urgence climatique, vu l'urgence sociale, il est encore temps de réaménager ces projets-là, et c'est pour ça que nous demandons que ce soit revu, non pas sur la part des logements sociaux, chère Yann Brossat, nous y tenons, mais sur la part des espaces verts et beaucoup moins de bureaux, pour pouvoir faire peut-être à la place, peut-être des ateliers plus productifs. Le Made in Paris, c'est aussi une volonté de cette majorité. Je vous remercie. Merci beaucoup. En l'absence de Mario Gonzalez, je vais donner quelques éléments dans 2 dimensions. La première dimension, on en a parlé, c'est celle de la participation citoyenne. Et la seconde, c'est celle du projet urbain, l'une et l'autre se nourrissant. Je rappelle que sur le projet Hébert, une longue séquence de co-construction avec les habitants a eu lieu, puisque les premiers moments de concertation ont dû avoir lieu en 2016-2017. On a fait 10 ateliers en 2017, 2018, 2019. On a fait 3 réunions publiques, on a fait un café du projet, et on a fait participer, ce qui était une grande première, les collégiens et les élèves de l'école Évangile à ce travail de concertation. Et donc le projet tel qu'il est pensé aujourd'hui a été fait, et d'ailleurs avec une concertation qui a abouti à une quasi-unanimité sur la proposition qui était faite en matière de grands aménagements. Donc cette parole-là, qui est celle des habitants, qui est celle des élus, qui est celle du Conseil de Paris qui s'est exprimé sur ce sujet plusieurs fois, a un poids et compte évidemment. Premier élément de forme. Et donc moi, je ne nous conseille pas de revenir en permanence sur des décisions qui ont déjà été prises,
surtout quand elles ont été prises avec ce niveau de participation citoyenne et cet engouement de la population. Pourquoi cet engouement de la population? Et j'en viens au sujet de fond. Parce que les habitants de ce quartier, ils ont bien saisi quelle était l'opportunité du projet Hébert. Ils ne vivent pas le projet Hébert tout seuls. Les habitants du quartier, ils voient Hébert et Chapelle-Charbon en même temps, puisque c'est le même espace de vie. Autant ils sont éloignés de Chapelle Internationale, autant ils sont éloignés de Gare des Mines Fillette, autant Chapelle-Charbon et Hébert sont deux projets qui concernent exactement les mêmes habitants, comme d'ailleurs l'îlot Fertile, juste en face, dans le 19e arrondissement. Et l'envie, le sentiment, le travail qui a été celui des habitants, c'était celui de travailler à la fois au désenclavement et à la requalification, puisque je rappelle qu'on est dans un espace qui n'appartenait pas au public, qui était fermé. Il y avait ceux qui s'en rappellent allaient de temps en temps au point P, qui était à cet endroit-là, et tout le reste était interdit au public. Et donc pour travailler à cette requalification et pour travailler à ce désenclavement, les urbanistes, parce que c'est quand même des gens qui ont travaillé dessus avec beaucoup de sérieux, mais aussi les habitants, se sont interrogés sur le type de programmation qu'il fallait. Et donc dans cette programmation, Émile Meunier l'a dit, il y a deux grands éléments. Il y a un élément de logement qui est la principale demande aujourd'hui, le principal problème des Parisiens. On en parlait quand on parlait de la question de la rentrée scolaire. Et puis, il y a la question de l'activité économique, et je rejoins Émile, non pas forcément sur la question des mètres carrés, mais sur la typologie d'activité qu'on peut imaginer à cet endroit, notamment pour répondre à la remarque de Christian Honoré, qui était de dire qu'est-ce qu'on fait des entreprises qui sont à Cap 18 ? Et comme on va libérer de l'espace à Cap 18 pour faire le parc, si les entreprises migrent juste en face, on commence à comprendre qu'il y a du sens. Et je partage avec Émile cette idée qu'il faut y travailler sur le fabriqué à Paris et sur le fait de faire, pas forcément de faire du bureau, mais de faire du matériel. Et notamment, on sait qu'un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur des pièces détachées ont compris, grâce ou à cause du Covid, que le fait de faire des pièces détachées d'ascenseurs en Chine et de mettre un temps fou et les importer n'avait pas beaucoup de sens. Et peut-être qu'on pouvait les imprimer maintenant directement en France, voire à Paris. Et donc ce travail-là, je pense qu'il a beaucoup de sens. Et l'enjeu pour les habitants, c'était aussi de valoriser la mixité, de valoriser ce mélange et le commerce. Voilà d'ailleurs pourquoi on a réfléchi Chapelle-Charbon et Hébert en même temps, et notamment que l'école qui est nouvelle se placera à Chapelle-Charbon et non pas à Hébert, qui aurait été le lieu le plus naturel, parce qu'on s'est dit que pour agrandir encore la surface d'espace vert de pleine terre et pour avoir un projet urbain plus équilibré, il était plus intelligent de mettre l'école côté Chapelle-Charbon et les logements, le plus grand nombre des logements côté Hébert. Et donc on est dans cet équilibre. Moi, je ne suggère pas de revenir sur cet équilibre, d'abord parce qu'il a été validé par les élus, ça peut changer, par les citoyens, c'est important aussi. Et ensuite parce qu'un projet urbain, c'est pas des blocs séparables, c'est comment on vit dans ce quartier. Et aujourd'hui, la principale demande des habitants de la rue de l'Évangile, c'est de pouvoir venir de la gare Rosa Parks à pied jusqu'à chez eux, sans avoir l'impression d'être au milieu de nulle part, voire pour un certain nombre d'entre eux, dans un court-gorge, au moment où ils remontent la rue de l'Évangile pour aller vers la place Hébert. Et donc moi, je soutiens évidemment ce projet. Je pense qu'il est équilibré. Je pense qu'on ne peut pas penser ce projet sans prendre en compte son environnement total. Donc il ne faut pas penser séparément les 6 hectares de Chapelle-Charbon et les 6 hectares, pour être un peu caricatural, d'Hébert. C'est deux fonctions qui fonctionnent ensemble. Il y en a un où on a fait quasiment 90% d'espace vert. Il y en a un où on en fera un peu moins. Mais les deux travaillent ensemble et on est quand même sur un site où il y a c'est d'ailleurs un des éléments de qualité de vie de cet endroit, un grand nombre de petits squares où on va les uns et les autres séparément. Et donc je crois que cet équilibre, il est atteint et je pense qu'on pourra le démontrer. Mais enfin, cela dit, il y aura des discussions plus tard au Conseil de Paris. Mais je voulais, devant le Conseil d'arrondissement, vous redonner ma position. J'en profite pour répondre, mais donner quelques éléments sur Chapelle-Charbon. C'est vrai qu'on a un peu rêvé que le projet du Charles de Gaulle Express s'arrête. On continue un peu à rêver. Je ne sais pas si vous êtes passé récemment à la porte de la Chapelle. Le fait de voir cette porte sans le pont, je sais pas, ceux qui n'y sont pas allés récemment, allez-y. Depuis qu'on a enlevé, que la SNCF a enlevé son pont sur la porte de la Chapelle, il y a une espèce de visibilité à cet endroit qui est complètement merveilleuse. Donc on peut continuer d'espérer, c'est mon cas, voire de se mobiliser pour
faire cesser le projet du Charles de Gaulle Express, ce qui nous permettrait d'éviter de voir la recréation d'un pont, ce qui nous permettrait d'étendre encore, ou plutôt d'étendre plus rapidement encore le parc de Chapelle-Charbon sur l'emprise des travaux du Charles de Gaulle Express, même si finalement la liaison ferroviaire, elle, a priori, sera maintenue quoi qu'il arrive, donc on ne pourra pas aller jusqu'à la barre Ney, malheureusement, mais en tout cas, on avance. Et bien sûr, on est toujours tout à fait engagé. Les discussions ont commencé avec le propriétaire du site de Cap 18 pour récupérer une partie plus importante. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, on a déjà commencé à détruire une partie de Cap 18, qui est la partie la plus au nord-ouest. Donc on voit déjà l'emprise du futur parc, et l'emprise supplémentaire, on est en train de la discuter avec Covivio, avec cette idée aussi d'imaginer qu'on puisse, sur la parcelle de Cap 18, trouver des solutions pour densifier sur le bord de la parcelle la partie activité pour agrandir encore, mais bon, on n'y est pas. Hein. Mais aujourd'hui, on réfléchit à ce qui peut être mutualisé. Par exemple, aujourd'hui, à Cap 18, 100% des cellules ont des quais de déchargement. C'est peut-être pas la peine que 100% des cellules commerciales aient un quai de déchargement. On peut peut-être mutualiser un certain nombre de fonctions. On peut peut-être aussi, et c'est des tout petits immeubles, on peut peut-être imaginer les resserrer sur le bord de la rue et imaginer dégager encore de l'espace au centre de Cap 18 pour agrandir encore plus qu'il n'est prévu le parc de Chapelle-Charbon, ce qui, je pense, réunit tout le monde. Donc tout ça, c'est des très belles perspectives. Pour ça, il faut que je soumette aux voix les deux délibérations. Donc je vais les soumettre aux voix pour que chacun puisse lever la main. Donc la DLH 155, qui est pour? Oui. Demander une petite précision, donc si j'ai bien compris. Alors d'abord, je me suis trompé, c'est pas la rue Pajol, c'est la rue de l'Évangile, mais vous avez rectifié de vous-même. Donc Cap 18, avec des aménagements dont vous avez parlé, j'ai très bien compris, les entreprises vont partir, elles vont être situées soit au-delà, soit sur Hébert, soit ailleurs, mais en tout cas, vous nous dites aujourd'hui que le parc tel que nous l'avons voté à la précédente mandature aura bien 6 hectares et demi. C'est ça, monsieur le maire, hein, j'ai bien compris. Les entreprises de Cap 18, une partie sont déjà parties, une partie a été relogée ailleurs, dans le 20e, dans d'autres arrondissements de Paris. Ma suggestion, mais c'est la mienne, ça, c'est pas moi qui va en décider, c'est qu'une partie des entreprises pourrait trouver de l'espace à Hébert. Encore faut-il qu'elles soient d'accord avec la SNCF sur les prix, tout ça. Et oui, on avance tout à fait sur le plan tel qu'il était prévu dans la précédente mandature, même si, comme vous l'avez bien dit, les étapes sont les unes après les autres, mais on travaille bien sûr sur cette partie-là, et j'ajoutais un élément sur le fait qu'une partie des entreprises de Cap 18 qui devaient partir est en fait déjà partie, parce que la cohabitation entre leur activité industrielle et les travaux du Charles de Gaulle Express n'était pas faisable, notamment pour celles qui avaient des éléments de précision, et donc une partie est en train de partir, une partie est partie, une partie des bâtiments ont déjà été détruits, et voilà. Après, le lien entre Hébert et Cap 18 n'existe pas, c'est moi qui ai cette idée comme ça, parce que je trouve ça intéressant, mais il n'y a pas de lien entre nos délibérations, le projet Hébert et le futur de Cap 18. C'est une possibilité qui s'offrira à nous, j'espère, le moment venu, même si peut-être que ça n'aura rien à voir avec les entreprises qui vont s'installer à Évangile, n'auront rien à voir avec celles qui sont à Cap 18, qu'on soit bien clair. Alors, DLH 155, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. DLH 166, qui est pour? Idem, c'est adopté. DLH 179, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. DLH 272, Eric Heller en a parlé, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. DLH 279 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée. DLH 280, idem. Et on en vient à la DU 94 qui concerne la requalification du passage Boris-Vian. Et la parole est à Fanny Bénard. J'irai très vite. Merci, monsieur le maire. C'était juste pour apporter quelques précisions. Sur ce projet, pour rappel, la place Rémiti, qui est attenante, a été intégrée dans le fait de retravailler cette place dans le projet Embellie Goutte d'Or, et donc sera retravaillée avec les habitantes et les habitants. Et la place libérée par le déplacement de l'escalier sera aussi concertée avec les habitantes et les habitants de la Goutte d'Or selon différents scénarios qui sont en train d'être travaillés par les services. Voilà, c'était juste pour faire un petit point sur la suite de la concertation avec les habitants sur ce projet.
Merci beaucoup. Donc la DU 94 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Et on en vient à la DU 130, abrogation de l'alignement de la rue Max Darmois, sur laquelle Éric Heller s'était inscrit, mais n'est pas intervenu. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, sur ce projet donc, qui consiste à détruire des bâtiments anciens faubouriens, il est nécessaire de procéder à une opération administrative de suppression d'un alignement. En effet, ces alignements ont généré des dents creuses. On le voit juste à côté d'ailleurs. Il y a une magnifique dent creuse avec un immeuble très haut. On pourrait dire aussi à l'esthétique plus que douteuse. Et nous, notre crainte, c'est pas du tout contre l'abrogation de cet alignement qui va de soi, mais c'est en effet de recréer le même type d'immeuble que celui qui n'est pas terrible et qui est à côté, c'est-à-dire d'avoir un R+11 qui est annoncé dans l'exposé des motifs. Donc ça ne nous convient pas, on pense que c'est inadapté à ce tissu faubourien. La deuxième, et là c'est une question, ça c'est l'observation, et pour la question, c'est comment envisagez-vous de traiter cette dent creuse, puisque ça fait un recoin qui est toujours source de problèmes et de difficultés en matière d'intégration urbaine. Et donc nous voterons contre et nous sommes en attente de vos explications. Je vous remercie. Merci. Donc à nouveau, en l'absence de Mario Gonzalez, quelques éléments. Peut-être que Yann Brossard voudra dire un mot sur l'origine de l'acquisition par la ville de ces bâtiments qui ont été détruits, qui était une des grandes affaires de marchands de sommeil, une des premières d'ailleurs. On était à la pose de la première pierre de ce bâtiment il y a quelques semaines et on se rappelait l'état dans lequel c'était et surtout la victoire, si je puis dire, de la ville dans cette affaire. Donc Yann Brossard en dira sûrement un mot. Moi, je vais répondre peut-être aux questions du recoin. D'abord, oui, c'était, alors ça ne s'appelait pas le PLU à l'époque, mais c'était les règles d'urbanisme de l'époque qui consistaient donc dans les années 70-80, à autoriser les constructeurs à monter très haut du moment qu'ils se reculaient du niveau de la rue. Et donc effectivement, l'immeuble tel qu'il existe aujourd'hui est un immeuble assez long qui doit faire 11 étages et qui crée un retrait d'alignement lié aux règles d'urbanisme de l'époque. En fait, l'idée à l'époque, portée beaucoup par Pompidou et tout le monde, c'était de dire au fur et à mesure, on va accroître la place pour la voiture en reculant les immeubles et pour ne pas perdre de mètres carrés, on va autoriser ces immeubles à monter. Donc on l'a vu dans tous les arrondissements de Paris, il y a des immeubles comme ça qui sont en retrait d'alignement et qui sont très hauts. Et c'était un donnant-donnant à l'époque il n'y avait pas de mairie de Paris d'ailleurs à l'époque, entre l'État et les promoteurs immobiliers qui créent les difficultés que vous pointez à juste raison de ces recoins. Le projet architectural, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il existe, il est très avancé. Donc vous pourrez en voir les images. Il traite cette réalité. D'abord, il traite, moi je trouve de façon assez esthétique, les différences de niveau entre l'immeuble très haut et donc la partie de l'immeuble qui va monter jusqu'en haut. Il crée des ouvertures vers la rue Philippe de Girard, donc avec des pénétrantes qui vont donner de l'aération, de l'air et qui vont permettre la création d'un petit jardin privé, réservé aux habitants de l'immeuble. Et l'autre immeuble qui va en alignement de hauteur sur l'autre parcelle. Et donc il restera un recoin, parce qu'il n'était pas possible d'avancer l'immeuble dont je partage avec vous l'avis sur la qualité architecturale, mais enfin c'est comme ça, il est là. Et donc cet espace-là restera sans doute traité de façon plus agréable parce que d'abord il va être élargi et ensuite parce que la perspective ouverte sur la rue Philippe de Girard et la cour de l'immeuble de l'arrière va donner de la respiration. Il y aura un sujet de mésusage potentiel, incontestablement, mais le recoin sera tellement plus grand que peut-être on pouvait imaginer que ça se passe mieux. Enfin, en tout état de cause, on peut vous envoyer l'ensemble des visuels. On voit quand même ça de façon très bien. Et je trouve que l'immeuble, d'abord, il a des qualités architecturales très importantes. Il est construit comme on construit maintenant, c'est-à-dire avec un bilan carbone bien moindre. Ils sont arrivés à diviser par 2 la consommation de béton juste en ne faisant pas de sous-sol. Enfin, il y a quand même aujourd'hui des techniques très avancées qui nous permettent de dire que ça va être un immeuble, je pense, de très grande qualité. Mais peut-être je laisse la parole à Yann Brossard pour plus d'éléments et puis on passe au vote. Merci Monsieur le maire de me donner la parole sur le 40-44 rue Max Darmois. Je voudrais juste en dire 2 mots. D'abord, le 40-44 rue Max Darmois, c'est une très belle victoire dans la lutte contre l'insalubrité, puisque c'est un immeuble qui était
totalement insalubre et sur lequel un marchand de sommeil avait fait 150 victimes, dont 50 enfants. C'est pour ça que quand je vois parfois sur les réseaux sociaux des gens regretter l'immeuble tel qu'il était avant, je me dis qu'on a quand même affaire à des sadiques quand on se souvient de l'état dans lequel l'immeuble se trouvait. C'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est une adresse qui a fait date. Et permettez-moi d'en faire un historique rapide. La ville de Paris a exproprié cet immeuble. Et lorsque nous l'avons exproprié, nous avons dû indemniser le propriétaire, qui était un marchand de sommeil, à hauteur de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Et il a ensuite été condamné à 500 000 euros d'amende. Et suite à ça, un certain nombre de parlementaires, dont Stéphane Peu, qui est député de Saint-Denis, et d'autres, se sont mobilisés et ont fait voter un amendement dans le cadre de la loi Elan qui nous permet, dans ces cas-là, de confisquer sans indemnisation. Ce qui est évidemment une très belle victoire et ce qui est une avancée très importante. Il n'est pas normal qu'on doive indemniser un marchand de sommeil dès lors qu'il a été reconnu qu'il s'est comporté en marchand de sommeil. Et nous avons pour la première fois en France appliqué cette disposition sur un immeuble insalubre de la rue Jean Robert. Donc on voit que les choses avancent. Le combat contre l'insalubrité, il est très long, très difficile, mais il finit quand même par porter ses fruits, et heureusement. Merci beaucoup. Un mot? Juste un mot pour dire qu'on votera cette délibération, et je rejoins tout à fait les propos de Yann Brossaille. Effectivement, c'est l'amendement que j'ai porté avec mon collègue Stéphane Peu du groupe communiste, que nous avons pu modifier la loi, et je suis très fier de ce que nous avons pu faire, puisqu'il y a des premières condamnations de justice qui appliquent aujourd'hui la loi pour réquisitionner les biens des marchands de sommeil, et je pense que c'est un progrès. Absolument. Et moi, je me rappelle la visite qu'on avait faite dans cet immeuble. Il restait quelques familles. C'était en début de la précédente mandature. C'était quand même un moment tout à fait particulier. En attendant, je vais mettre aux voix. Donc, c'est la DU 130 qui est pour, qui est contre. Elle est adoptée. Je vous en remercie.